Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. Je suis Perrine Grua et j'ai créé ce podcast pour amplifier la voix de celles et ceux qui réussissent à conjuguer au présent leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces canaris qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir gagne. Bonjour Vincent. Bonjour Perrine et tous les auditeurs du podcast de la communauté des Canary Call. Tu connais l'histoire du canari, du podcast. Toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi ? Un aigle. Pour pouvoir tout voir, avoir la vue d'ensemble, voir de haut et ne pas vivre juste en réaction d'un phénomène, d'une vue biaisée ou d'un point de vue qui manquerait de hauteur. Et puis l'aigle, il voit tout de haut, mais surtout il peut descendre très très vite sur un point précis. Et ça me plaît. C'est assez lié finalement à ton métier. Si je comprends bien, est-ce que c'est quelque chose que tu cherches à transmettre aussi à tes étudiants ? La vue d'ensemble, oui. On est dans des métiers sur le digital où on va très vite vouloir se rassurer sur une techno, un savoir-faire précis, hard skill, en oubliant que on se différencie. Alors peut-être pas quand on est junior, mais petit à petit, quand on grandit, on se différencie avec la vue d'ensemble. Et puis, je viens d'abord du marketing et de l'intelligence marketing, au sens, justement, prendre du recul, cartographier pour bien comprendre ensuite et bien agir. Donc, ouais, c'est un lien avec mon métier. Donc, tu es le fondateur du MBA DMB pour Digital Marketing et Business. C'est ça. Du groupe l'EFAP. Au sein de l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication. Et tu as sollicité la communauté des Canaries pour mener un hackathon Tech for Good for a New Business Soul avec tes étudiants. Quelle était l'intention ? Ça fait, à chaque ouverture de programme, on rappelle les valeurs de notre MBA qui tournent autour de 4 B. Le business, la bonne humeur et la bienveillance. Et le 4e B, il n'est pas écrit. Chaque étudiant choisit son B pour symboliser que notre 4e valeur, c'est l'étudiant en lui-même et sa singularité. Mais chaque année, il me posait la question de mon B à moi. Monsieur le directeur, c'est quoi votre B ? J'avais souvent bisous, bruit, bonjour, bordel de merde, voilà, je le faisais rire. Et il y a 3 ans, j'ai plus du tout rigolé à titre personnel quand on a su qu'on avait, ça y est, pour la Terre, dépassé le jour où on n'arrive plus à renouveler nos ressources à plus de 50%. Et maintenant, mon B, c'est burned, c'est brûlé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai 51 ans. Je le savais, moi, en 1970, cri d'alarme pour le 21e siècle, Club de Rome, il y a tout dans ce bouquin. Je l'ai lu, j'avais 19 ans. Mais qu'est-ce que j'ai fait de 20 à 50 ans ? J'ai fait comme mes parents. On y va, les gars. Donc, j'étais un peu plus sensible. Oui, je suis donateur chez Greenpeace, chez d'autres, évidemment. Et je me suis dit, mais en fait, je suis dans l'éducation. Peut-être que ce que je pourrais faire, c'est réveiller aussi les consciences de la jeunesse, puisqu'elle est avec moi. J'ai souhaité que ça, en parallèle de tout un mouvement, l'EFAP a ouvert un nouveau MBA sur le RSE. Mon partenaire, le Hub Institute, qui vient de la transformation digitale, a développé tout un hub sustainable. Et je me suis dit, ok, c'est très bien de former des e-marketeurs à vendre plus de téléphones portables et plus de poulets frits, mais à un moment donné, il va bien falloir qu'on passe à autre chose, et qu'en plus le digital n'est pas exemplaire lui-même en tant qu'industriel dans le RSE, et j'ai souhaité que ce soit une des couleurs de notre programme dorénavant. En quoi consistait le hackathon ? Alors, on a déjà au sein du MBA des compétitions où un annonceur arrive, propose aux étudiants un vrai sujet, puis ils ont une semaine pour bosser. Comme s'ils étaient une agence en fait. Exactement, comme s'ils étaient une agence. Ce qui est intéressant dans le hackathon, c'est qu'on voulait hacker non seulement le sujet, mais aussi le rendu. Et arrêter d'avoir des rendus agences. Ça, ils sont bien formés, ils savent faire. Et je voulais pas non plus d'annonceur classique qui vient poser une question RSE. Donc, je savais pas trop qui prendre.
Et là, Et en tu es effet, venu solliciter les Canaries. les Canaries, parce que ce qui m'a plu, c'est que c'était des gens, des personnes. Alors certes, parfois, ils représentent une entreprise, mais ils ont d'abord un engagement personnel et que tout ce que tu mets en avant dans les podcasts, c'est quand même à chaque fois le point commun, une conviction personnelle qui fait basculer après l'entreprise, le process et cette communauté. Et je trouvais que d'avoir non pas un annonceur, mais plusieurs personnes à traiter pour les étudiants, c'était un vrai challenge. Et ensuite un hackathon. Donc là, c'est la première fois. On a fait ça dans toute la France. Hein. C'était à distance. On avait les Lyonnais, les Lillois, les Bordelais, les Parisiens, les gens de Montpellier. C'était en commun avec les étudiants du RSE. Donc, près de 200 étudiants qui se sont mobilisés en équipes distinctes pour 5 Canaries différents. À travers cet épisode, vous allez donc pouvoir rencontrer les membres de l'équipe gagnante de ce hackathon qui avait œuvré pour Fleur d'ici Ouais. Et qui a donc remporté la compétition finale parmi finalement toutes les équipes pour leur créativité, pour leur capacité à hacker aussi, la façon d'engager la communauté dans la mission d'entreprise de Fleur d'ici. Donc nous découvrons maintenant l'équipe gagnante. Bonjour Camille. Bonjour Perrine. D'où me parles-tu aujourd'hui ? Écoute, aujourd'hui, j'incarne la digital nomadie que la pandémie peut nous imposer aujourd'hui, en ce moment, mais surtout qui est un peu l'essence de la Startup Nation. Donc, je te parle des loges en Josa chez ma CEO, cofondateur de la boîte dans laquelle je travaille en stage aujourd'hui, pour mon stage de fin d'études au MBA DMB. Ah, vous travaillez les uns chez les autres alors ? C'est ça. On bouge un petit peu, on s'est retrouvés dans un café et là, on se retrouve chez elle, dans sa maison. Donc, c'est ambiance détendue et productive. Ah. Et justement, peux-tu nous partager la façon dont tu vis ce contexte en tant qu'étudiante et puis aussi stagiaire ? Ouais, j'ai eu plus de chance que la plupart des étudiants pour la première vague de Covid, je pense, parce que j'étais en échange à Séoul l'année dernière pour le deuxième semestre 2020. Et en fait, les Coréens, ils ont géré la pandémie de telle façon que rien n'était fermé. Et par rien, je veux dire tout ce qui est essentiel à rendre un semestre universitaire cool, donc les bars, les restos, les boîtes. Donc c'était sympa. Et là, j'ai vécu du coup les 2 derniers confinements en France. J'en ai profité pour m'investir à fond en moi-même, comme beaucoup de gens, j'ai eu l'impression. Donc c'était ma dernière année, c'était mon M2 en fait au MBA DMB de l'EFAP de Vincent Montet. Et j'ai décidé et du coup je me suis investie donc je me suis full dédiée en fait à mes études en faisant un petit peu office de comment on dit CHO Chief Happiness Officer en étant déléguée de ma promo. Avec ma co-déléguée, on a essayé de rendre un peu les cours en télétravail plus humains, plus fun, avec des petites activités. Ah, génial, par exemple. Pour Noël, on a essayé de créer un calendrier de l'Avent digital à travers les réseaux sociaux avec les moyens du bord, et on a essayé de faire participer nos potes, nos camarades de classe, de promo, avec des petites activités, donc des petits jeux en ligne qu'on crée, et chaque jour un nouveau jeu, un nouveau thème, jusqu'au 25 décembre. Excellent. Et l'anecdote la plus drôle, selon toi ? L'anecdote la plus drôle, c'est qu'on a fait participer aussi le staff de l'école. On a fait participer Vincent Montet, Sophie Guigné, on a fait participer Arnaud Châtel, et ils sont prêtés au jeu.
Et c'était très sympa. On a créé des petits jeux en fait en ligne personnalisés avec leur tête. Donc on s'est un peu amusé avec nos profs aussi qui ont joué. Donc c'était sympa. Et aussi, je me suis investie dans l'année en contribuant à mener mon équipe à la victoire du hackathon. Donc l'équipe composée de Malou, Marike, Paul et Chen avec qui tu vas parler. Et voilà. Donc pour une problématique que tu connais très bien parce que tu nous as suivis, accès autour des enjeux RSE. Justement, est-ce que tu peux présenter la raison pour laquelle on fait ce podcast aujourd'hui ensemble? Oui, rapidement, le hackathon, c'est un concours entre promos de mon école qui a plusieurs campus en France. Et là, on a été approché par Fleur d'ici, qui est la première marque de fleurs éthiques 100% made in France. Et donc l'enjeu était tout nouveau pour nous. J'ai jamais eu un cas pratique comme ça autour des enjeux RSE, sustainable, tout ça, donc c'était génial. Et j'ai surtout eu dans mon équipe de vrais moteurs qui nous ont vraiment menés vers la victoire à fond. On a une super synergie d'équipe et je pense qu'on va l'entendre dans la parole des gens qui vont échanger avec toi aujourd'hui. Des gens motivés qui ont faim, quoi. Et donc ça m'étonne. Franchement, on était tellement heureux de travailler là-dessus que on s'est amusé. Et je pense qu'en s'amusant, en étant passionné, ça nous a mené à ça. Et on a été tellement heureux d'apprendre qu'on allait participer à Canary Call avec toi. Voilà. Félicitations. Qu'est-ce que toi tu as appris à travers ce hackathon? Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris pas mal de choses assez pratiques aussi, parce que les hackathons, les compétitions d'équipe, les battles, digital battles organisés par mon école, c'est avant tout, pour moi, c'est avant tout une façon d'apprendre à travailler en équipe, chose qui est qu'on n'apprend pas à l'école. En fait, c'est vraiment l'école de la vie. Apprendre à faire avec les personnalités de chacun et les forces, les faiblesses. On a chacun un background différent. Donc c'était surtout ça. Et ça m'a ouvert aussi sur cette culture et une prise de conscience de cette culture sustainable, responsable des entreprises. Donc maintenant, je prête plus l'oreille quand j'écoute BFM Business, que j'essaye un petit peu de m'élever en termes de radio et de médias, dans ce qui est plus professionnel. J'essaie de garder l'oreille ouverte là-dessus, sur ces enjeux. Et justement, après tout ça, quelle est ta vision du monde du travail? Alors, très naturellement, moi, je suis quelqu'un d'assez stressé concernant mon avenir. Je l'ai toujours été. Je pense que c'est dû à un manque un peu de confiance en moi. Mais je pense que je suis un peu jeune, donc j'y travaille encore, j'ai encore de la marge. Mais ma vision du travail, du monde du travail, je la vois un peu dark, un peu pessimiste, honnêtement. J'ai beaucoup voyagé pendant des longues périodes à chaque fois, et je me suis rendu compte que j'étais plus heureuse en travaillant à l'étranger, honnêtement, qu'en France. J'aimerais beaucoup rester en France pour travailler plus tard, mais j'ai l'impression que je serais vraiment plus à l'aise à l'étranger. Voilà, en Asie. Pourquoi ? Surtout. Pourquoi ? Je me sens un peu compactée, oppressée en France, et il y a une telle dynamique à l'étranger, et encore une fois en Asie, où j'ai pas mal voyagé. C'est vraiment le continent pour moi de mon cœur. Et en France, j'ai l'impression de pas avoir vraiment d'avenir, honnêtement. J'ai l'impression que les gens sont pas trop réceptifs aux nouveautés, aux nouvelles technologies. Ils sont assez j'ai l'impression, dans le jugement, et j'ai l'impression qu'on laisse pas trop leur chance aux jeunes. Voilà, mais c'est peut-être qu'une impression. Et quel serait ton rêve ? Je crois que mon rêve, en tout cas par rêve, j'entends ce qui me motive,
me lever tous les jours, je pense que ça serait d'apporter, c'est un peu bateau, mais d'apporter de l'aide à un maximum de gens qui génèrent un besoin et d'aider des gens, en fait. Je me rendre utile, en fait. Sinon, je vois pas l'intérêt de me lever le matin. Merci. Et ton pire cauchemar? Oh là là, ma pire angoisse, mon pire cauchemar, c'est un peu de devenir un veau, de pas me reconnaître, de devenir lente et pas réactive. Voilà, je veux pas être un veau, je veux rester un loup, je veux devenir un loup qui vient, qui mange et qui repart, quoi. Voilà. C'est ma dynamique en ce moment. Et qui repart où? Qui repart à la chasse. Tu as des envies, des attentes particulières là pour la suite? Si je calcule bien, là, depuis la grande section, ça fait 20 ans que je suis sur les bancs de l'école, de l'université, en fait, je reçois de l'enseignement vachement théorique. J'absorbe toute cette connaissance théorique et je crois qu'aujourd'hui, j'ai jamais eu autant hâte de me lancer dans la vie professionnelle, honnêtement, et de concrétiser en fait tout ça. J'en ai marre de la théorie, donc mes grandes attentes, elles sont très professionnelles. Et j'ai vraiment envie d'avoir un impact positif en fait sur le monde. Et c'est très large le monde, c'est très ambitieux. Peut-être juste dans l'entrepreneuriat. Voilà déjà pour commencer. Et tu vas commencer par quoi alors? Ah ah. Pour l'instant, j'absorbe encore un petit peu tout ce que je peux absorber. J'ai commencé mon stage de fin d'études dans une start-up qui s'appelle Wiloki, qui est une plateforme d'enseignement pour les 7-14 ans de soutien scolaire et qui apporte une vraie dynamique motivante avec de la gamification, en fait beaucoup d'outils d'intelligence artificielle. Ça me passionne et je prends ce que je peux prendre aujourd'hui. Donc le but, enfin l'objectif, moi, c'est de me lancer dans l'entrepreneuriat une fois que je me sens vraiment prête. Et je voulais prendre un maximum de ce stage en start-up pour pratiquer en fait tout ce que j'ai appris. Et tu sais déjà sur quoi tu veux entreprendre? Ou c'est la dynamique finalement d'entreprendre en soi et tu verras bien? J'ai plein d'idées. Ça veut pas dire qu'elles sont toutes bonnes. Ça veut pas dire qu'elles sont pas déjà faites ailleurs. Cette année, le MBA m'a donné l'occasion d'aller pitcher une idée dans un incubateur à Lille, Eura Technologies. Donc, sur initiative de Sophie Guigné, qui est super, qui vraiment nous motive avec Vincent et Arnaud à devenir un peu entrepreneur et, à monter des équipes en fait entrepreneuriales au sein du MBA. Et j'ai pitché une idée finalement qui existe déjà aujourd'hui, que j'ai découvert récemment. Et donc, c'était un peu une déception. Mais ça veut dire qu'il y a un vrai besoin. Donc, pour l'instant, j'ai 25 ans, j'ai pas d'enfant, je suis pas mariée. Mes centres d'intérêt, c'est vraiment faire la fête. Honnêtement, pour l'instant, c'est faire la fête. Donc, pour l'instant, c'est vrai que je pense à des solutions digitales pour amuser les gens, faire la fête, optimiser l'interaction entre les gens, les jeunes. Et tu nous dirais quelle était cette idée ou c'est secret? C'est pas secret parce que du coup ça existe. L'application que je voulais faire en MVP, elle s'appelle Tractl, Tracctl. Elle existe, c'est un Français qui l'a montée, il s'appelle Will Aubert. Et c'était une application en fait ça aurait été une plateforme. C'est une plateforme en fait de collaboration musicale dans les entreprises, dans les bars, dans des événements, avec laquelle les participants, les clients du bar, se connectent et contribuent à mettre la musique comme un jukebox digital
collaboratif en tout simplement, c'est assez simple comme concept, à liker en fait les musiques qui arrivent et ça priorise l'ordre de passage des musiques. Donc ça, c'était un petit peu ce que je voulais faire. Et en plus, professionnel de la fête. C'est ça, c'est ça. Là, j'imagine que tu vas pouvoir te rattraper après tous ces mois Mais il y a d'autres idées privation. Qui arrivent, pas de souci. Et une autre idée que tu nous donnerais ou c'est secret? Je fais un mémoire là de fin d'études sur l'intelligence artificielle dans l'enseignement avec un grand E, dans l'éducation avec un grand E. Donc il y a pas mal de creux encore, de vide, je trouve, dans l'enseignement. Avec ma vision un peu fraîche d'étudiante, je vois pas mal de problèmes dans cette école qui n'a pas bougé depuis depuis le XXe siècle en fait. Et donc en ce moment, je me concentre surtout là-dessus, sur comment on pourrait essayer d'apporter dans l'enseignement les forces de chacun en personnalisant en fait l'enseignement au maximum. Voilà. En adaptant l'enseignement aux gens. C'est très ambitieux encore. Mais excellent. Excellent. Ça me fait penser à l'épisode avec Frédéric Auru qui a créé justement AI for Better et donc qui œuvre pour mettre l'intelligence artificielle au service de causes positives, qui comme toi pense qu'il y a beaucoup de vide. Et c'est vraiment son chantier au quotidien. Donc je t'invite à écouter l'épisode avec Frédéric Auru. Avec plaisir, j'ai regardé ce qu'il fait aussi. Et quel est ton canary call? Mon canary call, c'est, je pense, un moment, un état d'esprit ou une action, un mot dans lequel je ne me reconnaîtrai pas. Et tout de suite, c'est un cri d'alerte qui me dit tout de suite, il faut que tu te remettes dans les rails et que tu colles à tes valeurs et que tu changes pas. Pas te laisser influencer et rester droite dans tes bottes. Je pense que c'est ça mon petit canary call. Merci pour ce message d'alignement dont on parle beaucoup en ce moment. Merci Perrine, merci beaucoup, c'était un plaisir. Bonjour Malou. Bonjour Perrine, merci de me recevoir sur le podcast. Bienvenue. D'où me parles-tu aujourd'hui? Je te parle de Paris, où je suis récemment revenue après un semestre de cours à Valence dans la Drôme. C'est une année assez particulière. Peux-tu me parler de ton vécu, du contexte actuel en fait en tant qu'étudiante? Bien sûr. Alors nous, on a eu la chance dans ma promo du MBA DMB, qui est celle spécialisée agriculture, la première promotion en coproduction avec l'école de management culturel l'ICAR, de se retrouver d'abord en présentiel, enfin de se rencontrer plutôt d'abord en présentiel au mois d'octobre et de passer ce mois-là ensemble avant le confinement, ce qui permet de déjà nouer de premiers liens, ce qui était quand même important pour les nombreux travaux de groupe qu'on a fait par la suite. Personnellement, je suis retournée donc dans la Drôme. Ça a été vraiment l'occasion pour moi de me recentrer sur le MBA, qui est une reprise d'études à la suite d'une formation juridique, mais j'avais également fait des études à distance en histoire de l'art et à l'étranger. Donc d'un point de vue autonomie et gestion du travail, c'était pas très compliqué pour moi. C'est plus que la formation est très complète, très dense, donc on avait un rythme assez soutenu. Et peut-être aussi de voir que effectivement on n'a pas tous les mêmes facilités à s'adapter au distanciel, et ça reste difficile de constater qu'on peut pas forcément aussi aider les autres qui travaillent avec nous, dans le cadre des cours, parce que effectivement chacun le vit à sa manière et dans son contexte. Donc toi tu étais en famille, si j'ai bien compris, dans la Drôme?
Oui, c'est ça. J'étais cloîtrée en famille car j'étais au contact de personnes qui sont quand même assez fragiles. Mais c'était chouette. J'ai pu promener mon chien tous les jours au parc, donc ça me permettait de m'aérer entre les cours et de prendre un peu de recul aussi par rapport à la ville, profiter euh, d'avoir plus d'espace simplement parce qu'à Paris j'aurais pas eu ça. Et je pense que c'est quand même important d'avoir de l'espace, un bon endroit de travail. Surtout quand on fait beaucoup de visio, que ce soit pour les cours ou pour les travaux de groupe. Donc d'avoir un endroit vraiment calme et dédié au travail, en dehors du peu de temps qu'on va passer à se reposer et à faire autre chose. Avec tout ça, car donc tu as déjà fait d'autres études, tu as travaillé, tu reprends tes études dans un contexte si particulier, tu expérimentes le full remote. Quelle est ta vision du monde du travail pour la suite là? Alors, en vérité, quand je suis rentrée au MBA d'MB, c'est vrai que c'était aussi parce que le full remote, ça m'attirait et il me semblait que dans le domaine du digital, ça me serait plus facile de développer des compétences qui me permettent de travailler à distance. J'ai toujours été attirée par l'international. Donc, concernant ma vision du travail, le contexte n'a pas changé cette vision-là, en tout cas celle que je veux pour moi, mais m'a plutôt permis de développer les compétences qui me seront nécessaires pour travailler à distance, gérer le travail quand on n'est pas côte à côte, mais ça me plaît dans l'autonomie aussi que ça laisse et les moments peut-être plus efficaces de conversation qu'on peut créer. Et à côté de ça, bien sûr, des liens, même si c'est vrai que c'est plus facile d'être côte à côte. Concernant ma vision du travail, pour moi, aujourd'hui, le travail, ça reste quelque chose qui me passionne. Je suis quelqu'un qui se réalise beaucoup dans ce que je peux faire concrètement. Donc j'ai plutôt une vision optimiste me concernant. Après, je trouve que ça reste difficile. Comme j'ai déjà fait des études auparavant, j'ai aussi un entourage qui a commencé à vraiment travailler depuis quelques années et où je peux me rendre compte que parfois, en fait, il y a soit des erreurs d'orientation, soit effectivement une certaine lassitude qui peut s'installer. Et donc aujourd'hui, je vois pas le travail comme quelque chose qui va être répétitif et la même chose sur toute une carrière, mais plutôt beaucoup de changements, d'opportunités à saisir et, et quand même quelque chose qui va demander beaucoup d'adaptation. Et justement, tes attentes, tes envies? Alors mes attentes et mes envies vis-à-vis du monde, enfin du travail, de mon intégration dans le monde du travail, ce serait de vraiment participer à quelque chose qui me semble utile parce que c'est là où je trouve en fait la plus grande source de motivation pour travailler, que ce soit pour c'est vraiment en rapport avec l'humain, que ce soit pour délivrer un projet à un client, enfin une personne réelle, ou pour participer, collaborer simplement au sein d'une équipe. Donc déjà en ça je trouve de l'utilité, mais j'ai envie aussi que le projet final soit utile dans le sens où ça correspond à mes convictions. Et c'est vrai que je suis plutôt dans le monde de l'art et la culture suite à mes études précédentes. Et du coup, j'ai envie de soutenir une culture qui soit plus accessible et le digital en ça aide beaucoup. Donc mes attentes ce serait plutôt de trouver un poste, en tout cas d'avoir des missions qui satisfassent ces valeurs-là. Quel est ton rêve et quel est ton cauchemar? Alors, je vais commencer par le cauchemar, comme ça permettra de finir sur une bonne note. Concernant le cauchemar, je dirais que c'est plutôt de s'ennuyer. Je suis quelqu'un qui a une grande imagination, donc l'ennui, il vient pas comme ça par la répétition, mais c'est vrai que j'aime bien être stimulée, j'aime bien bouger, découvrir, que ce soit en voyageant ou en allant voir une exposition, par exemple. Donc dans le travail, j'ai aussi envie de pouvoir continuer à apprendre en permanence.
Et concernant mon rêve, ça va être plus concret. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu envie d'écrire, donc j'espère que je pourrai réaliser ça d'une quelconque façon. Probablement pas aujourd'hui, mais d'ici, je sais pas, mes 60, 80 ans, si je vis jusque-là. Et Bon, j'espère que ce sera avant et que tu viendras présenter ton œuvre dans Canary Call. oui, bah avec plaisir si si le projet aboutit d'ici là. Et à plus court terme, être capable de faire de la création de contenu vidéo pour pouvoir davantage partager par ce biais-là sur mon histoire personnelle en tant que personne qui a été adoptée. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis quelques années, plutôt sur la thématique. Après, bah, aujourd'hui, je commence à plus réfléchir à un format et comment je pourrais le mettre en œuvre. Déjà quelques pistes ou tu gardes la surprise en termes de format? En termes de format, ce sera probablement vidéo. Je me suis beaucoup interrogée sur différents formats, que ce soit effectivement comme le podcast ici, que je trouve très intéressant parce que ça crée quelque chose de plus peut-être plus intime et vraiment sur les mots et l'émotion qu'on partage à travers la voix. Mais c'est vrai que pour moi, il y a aussi l'aspect visuel qui est très important parce que peut-être parce que déjà je suis dans les arts visuels depuis une dizaine d'années et je pense que quand c'est une rencontre de culture, c'est important de voir les choses aussi. Ça partage d'autres informations et émotions. Et quel est le message justement que tu aimerais passer à travers ce support vidéo? Ce serait de garder une grande ouverture d'esprit et de ne pas généraliser, ça peut paraître paradoxal, mais ne pas généraliser son expérience trop facilement et pour les spectateurs ne pas se dire qu'à travers le partage d'une expérience d'une personne, toutes les autres personnes auront vécu la même chose, parce que je trouve que c'est encore quelque chose de difficile, même pour tout ce qui est en fait des sujets autour de la diversité dans les recrutements, etc. Par expérience personnelle, je trouve que parfois il y a encore trop de généralités et un regard peut-être trop occidental sur quand on va sur quelque chose qui est plus global, mondial. Un exemple que tu aimerais voir changer? Après, honnêtement, je comprends que ce soit difficile, mais c'est vrai que même si on ne devrait pas le faire, souvent les employeurs vont avoir envie de poser la question sur les origines d'une manière peut-être plus subtile ou détournée. Et parce que moi j'ai eu une expérience en Chine, il y a une assimilation qui se fait assez rapidement et qui me plaît pas forcément. Mais de la même manière, je sais que d'autres personnes peuvent le vivre plus positivement. Donc c'est là où le fait que ce soit vraiment des expériences personnelles est peut-être difficile. C'est très intéressant. Merci pour ce partage qui me touche beaucoup. Comme je suis notamment recruteuse, c'est des points sur lesquels je serai vigilante et que je continuerai peut-être aussi à transmettre à mes clients ou à mes collaborateurs. Donc merci beaucoup pour ce message. Un Canary Call à passer? Le Canary Call, ce serait, je pense, en rapport, en tout cas pour moi, c'était en rapport avec ça. Donc, c'est-à-dire se dire que ce qu'on fait a un impact et garder l'esprit ouvert et critique sur tout ce qu'on peut nous dire de faire ou de ne pas faire pour savoir prendre du recul et prendre les décisions qui nous correspondent, qui correspondent à ce qu'on peut faire, à ce qu'on peut, à l'aide qu'on peut apporter aussi dans la transition écologique et solidaire. Merci beaucoup, Malo.
Merci Perrine. Bonjour Marik. Bonjour Perrine. D'où me parles-tu aujourd'hui ? Alors, je te parle aujourd'hui de Blanche Maille à Roubaix, qui est le local roubaisien de Ratechnologie. Je me suis mis un peu sur le côté pour pas déranger mes collègues, mais voilà. Et c'est de là que tu travailles ou que tu étudies ? C'est de là où je fais mon stage de fin d'études, dans l'entreprise Tipeee. Donc tu es en stage chez Tipeee. Qu'est-ce que fait Tipeee ? Alors Tipeee, ils font des mini-albums photos, des grands albums photos et des cadres photos qu'on peut directement faire imprimer de son portable et qui est envoyé en 6 jours à la maison. Et c'est avec une démarche, pour le coup, RSE, parce qu'on replante en fait le bilan carbone de nos albums photos. Et quel programme as-tu fait en termes d'études cette année ? Cette année, j'ai fait le MBA DMB à Lille, donc avec Arnaud et Vincent évidemment, et voilà. Et comment est-ce que tu as vécu ce contexte un peu particulier en tant qu'étudiante cette année ? Alors, j'ai gardé espoir parce que je pensais qu'on allait pouvoir retourner en cours, en physique, sauf que on a été au total 2 semaines en cours. Et le reste, c'est suivre les cours de la maison. Donc, on se lève, on est devant l'ordi, on a 1 heure de pause, on est à nouveau devant l'ordinateur. Et en fait, on passe la journée chez soi. Et ça, c'était un peu lourd à la fin parce qu'on se dit, je vais aller me balader. Ah bah non, il est 6h30, le couvre-feu, c'était il y a une demi-heure. Donc, de temps en temps, c'était compliqué. Mais après, personnellement, je suis plus productive de chez moi que dans une classe ou dans un bureau. Donc plus productif. Et Ouais. qu'est-ce qui t'a manqué le plus ? Ce qui m'a manqué le plus, c'est de voir mes collègues de classe, quoi. C'est un peu manque de socialisation, c'est le voir ses amis, en fait. C'est ça qui fait quand même plaisir quand on va en cours. Donc là, tu es maintenant en stage en présentiel. Ouais. Et ça y est, c'est la prochaine étape, c'est l'entrée dans la vie active. Quelle est ta vision du monde du travail ? Ma vision du monde du travail, je pense comme beaucoup d'étudiants, elle est un peu floue parce qu'on est dans un contexte qui est quand même particulier. On est beaucoup de jeunes à être diplômés et on ne sait pas trop si on va trouver du travail. Mais je garde quand même un bel espoir pour tout ce qui est métier. De toute façon, si on a de l'ambition, on peut y arriver. Quand on veut, on peut. Mais après, oui, c'est un peu flou. On ne sait pas trop ce qui nous attend dans 10 ans. Tout évolue tout le temps. Tu as des attentes, des envies particulières ? Des attentes, surtout être heureuse en fait au travail. C'est la première chose qui va être importante pour moi, c'est de tous les matins me lever avec vraiment une joie de vivre, d'aller travailler. C'est surtout ça que j'attends dans la vie. Et si tu devais lever le flou, t'aimerais bien clarifier quoi ? Trouver un travail qui va me correspondre en fait. Et ça, on peut pas vraiment le savoir. Et quand tu parles de travail, tu parles un travail qui te correspond. C'est un travail que tu aimes bien en termes de métier, d'environnement, de qu'est-ce qui est important pour toi ? Alors le travail en soi, il est très important parce que avec mes origines néerlandaises, le travail, c'est ce qui nous fait vivre entre guillemets. Mais sinon oui, c'est l'environnement aussi. J'ai besoin d'avoir des gens qui sont bienveillants autour de moi. Je veux être bienveillante envers les autres. Et s'il n'y a pas un bon environnement, on s'épanouit pas non plus. Et comment est-ce que tu attends que cette bienveillance se manifeste ? C'est juste les gens ils sont polis, ils vont pas être agressifs les uns envers les autres. C'est vraiment s'il y a un problème, c'est aider la personne, expliquer comment faire et pas juste le disputer parce qu'il sait pas faire la partie qu'on lui demande.
C'est vraiment être dans l'entraide et pouvoir rigoler quand il y a des temps de rigolade, être sérieux quand il faut être sérieux, et c'est faire un bon mix en fait de tout. Et le pire cauchemar, ce serait quoi? Oh, le pire cauchemar, ce serait d'être dans un bureau avec personne qui parle de la journée et personne enfin en fait qui connaît personne en fait. C'est de pas se connaître. Est-ce que tu nourris un rêve? Oh, j'ai un grand rêve qui a rien à voir avec ce que je fais dans la vie de tous les jours, mais j'aimerais bien un jour tourner un film. Mmh. Ouais. Sur un sujet en particulier? Oui, c'est un sujet qui est assez familial, qui en fait ça concerne mon arrière-grand-père qui était capitaine et en 1917 on lui a pris son bateau à Vladivostok et il est rentré à pied à Rotterdam Mmh. et il a écrit un livre là-dessus et j'aimerais bien le retranscrire en film parce que c'est une histoire qui est quand même incroyable. Wow, qu'est-ce qui t'a touché dans cette histoire? Bah, c'est que mon arrière-grand-père a mis 2 ans et demi à traverser la Russie à pied pour retrouver sa femme, en fait. Et ça, c'est ultra romantique. Waouh! J'ai hâte de voir ce film. Bah, j'espère, j'ai hâte aussi. On célébrera, euh, on célébrera la sortie avec un épisode ensemble alors. Ah bah ça, avec grand plaisir. Quel est ton canary call aujourd'hui? Le message que tu aimerais partager, donner au plus grand nombre? Wow, c'est de vivre chaque journée avec passion, avec le sourire aux lèvres et tout ce qui peut être lourd et qui peut nous déstabiliser, le mettre de côté et juste aller de l'avant et garder que le positif. Traverser les journées vers l'objectif comme ton grand-père a traversé la Russie pendant 2 ans et demi pour retrouver sa femme. C'est exactement ça. Comme quoi, il faut jamais laisser tomber. Ben, merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir. Bonjour Paul. Bonjour Perrine. D'où me parles-tu aujourd'hui? Alors moi je suis en stage pour l'instant, presque sur la fin de mon stage à Angers, voilà, à Angers. Je suis dans une entreprise qui fait des sites e-commerce, hein, pour être plus précis. Et voilà, j'arrive sur la fin de mon stage, sur la fin de mes études aussi presque. Voilà pour le contexte. Waouh, bientôt la vie active à temps plein alors. Presque. C'est un peu particulier parce que moi je fais un parcours qui est un peu différent de mes camarades qui ont été interviewés aussi, où j'étais censé partir à Shanghai. Sauf que avec les raisons sanitaires et le Covid qu'on connaît, eh bien ça a été un peu compliqué. Et donc mon semestre de cours et de stage ont été échangés. Donc c'est mon stage de fin d'études, mais j'ai encore des cours après. Donc après, tu repars à Shanghai? Alors ça, c'est la question encore en suspens, c'est que on n'est pas encore sûr que ce soit possible. Donc j'espère que ça va être possible. En septembre, ça me paraît compliqué, mais l'école nous donne une possibilité d'y aller en janvier, et donc voilà, on croise les doigts. Comment vis-tu cette période d'études avec toutes ces incertitudes, ces changements, ces contraintes, ces opportunités? Alors moi, quand le Covid est arrivé, j'étais en stage et depuis que le Covid est arrivé, j'ai pratiquement fait que des stages et j'ai fait très peu de cours.
je trouve que c'est pas facile. Je pense surtout, moi, j'ai pas mal d'amis, de potes qui ont fini l'année dernière et qui ont dû finir les cours, voilà, sous période de Covid. Donc c'est un peu triste. Et puis trouver un nouveau travail, voilà, sans forcément rencontrer les nouvelles personnes avec qui ils travaillent. Je trouve que c'est un peu dur d'avoir cette relation à distance. Moi, j'aime bien voir les gens de près, pouvoir leur parler. Et voilà, ça c'est pas facile, mais il y a aussi plein d'opportunités, comme voilà, Vincent Montet de notre école nous le dit bien. Ça nous fait développer plein de compétences qui sont le travail à distance, l'organisation. Voilà, aussi c'est ce qui va se passer de plus en plus. Le télétravail, on s'y dirigeait tranquillement, ça a juste mis un coup de boost en fait. Voilà. Et donc là, sur tes stages, tu as vécu majoritairement du télétravail ou est-ce qu'il y a eu des aménagements présentiels? Comment ça s'est passé pour toi? Alors le premier stage, enfin où le Covid est apparu, j'ai commencé en présentiel, puis le Covid est apparu, j'ai fait tout mon stage en finissant en télétravail chez mes parents, voilà. Et puis là, c'est un peu plus simple. Maintenant, ça s'est organisé, la situation va un peu mieux, donc on peut retourner un petit peu au travail en une semaine sur deux. Donc j'apprécie vraiment et je trouve que c'est un bon rythme justement d'alterner entre cette phase de télétravail et de présentiel. Comment tu imagines ta vie professionnelle? Moi, j'ai beaucoup d'affection pour tout ce qui est international. J'ai eu l'opportunité déjà de par de nombreux stages, que ce soit dans mon ancienne école au Densia, maintenant l'ESCA et les FAP, de faire des stages à l'international. Et c'est vraiment ce que j'aime, pouvoir travailler, mais aussi surtout être avec des personnes qui sont de différents milieux. J'ai eu l'occasion de partir dans plusieurs pays d'Europe, déjà voir des cultures de travail qui sont différentes, mais aussi de travailler avec des équipes où certaines personnes venaient de plusieurs endroits dans le monde. Et donc c'est vachement intéressant d'échanger. Et je trouve que ce mélange de culture, de façon de travailler, ça peut que être bénéfique pour pour une entreprise, enfin pour un projet collectif en fait. Et moi c'est ce que j'adore, c'est ce que j'aimerais retrouver en tout cas à l'avenir. Qu'est-ce que tu as appris, lors de ce hackathon, Tech for Good? Ben déjà pas mal de choses. En fait, ça fait plaisir de voir il y a des vrais projets qui soient qui sont qui participent au développement durable, pardon, on peut mettre au service, enfin le digital au service du développement durable, de l'environnement. Il y a plein de choses qui se font. Fleur d'ici, c'est un projet que je connaissais pas du tout et qui est vraiment très intéressant. Il y avait aussi d'autres projets, tous aussi intéressants les uns que les autres. Et, et, euh, et je me suis vraiment accroché à cet événement parce que en fait, à l'école, on apprend, alors en tout cas dans la filière où je suis, beaucoup de choses sur le digital. Et, et moi, j'aimerais mettre à profit ces compétences pour des choses aussi qui participent au développement durable. Voilà, on sait que la planète, c'est pas, elle est pas dans un état exceptionnel hein, pour l'instant, et ça s'arrange pas forcément. Mais il y a des vraies initiatives et ça montre que des gens veulent en faire partie, veulent monter des projets pour que ça change. Un autre des projets de Canary qui a été présenté, qui t'a particulièrement touché ou interpellé? Moi, je crois qu'ils m'ont tous interpellé. Enfin, je les ai tous trouvés très intéressants. Je me souviens de la présentation de tous les groupes, alors plus en détail, mais il y avait des choses qui étaient très intéressantes. Voilà, maintenant, moi, c'est vrai que j'avais pris beaucoup de plaisir sur Fleur d'ici. Je trouvais que c'était un projet très intéressant. D'ailleurs, je les remercie. On a reçu une belle Couronne. Une belle couronne. Merci, pardon, je cherchais le mot et je l'ai encore. Hein, Okay. elle est un petit peu fanée, mais je l'ai encore et elle se tient très bien. Quelles sont tes attentes, tes envies pour la suite? Bah moi, j'ai un projet qui me tient à cœur. Enfin, un projet, c'est-à-dire que en ce moment, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis en stage dans l'entreprise familiale en fait, l'entreprise qui a été créée par mon père et mon oncle qui est aussi mon parrain il y a une vingtaine d'années, et je prends beaucoup de plaisir
beaucoup de plaisir à y travailler en tant que stagiaire où j'apprends énormément. Et, euh, et mes attentes, en fait, c'est vraiment de pouvoir continuer. Je me suis toujours dit, après les études, il faut que je vois autre chose, mais maintenant que je suis dedans, je trouve ça exceptionnel de pouvoir partager aussi quelque chose de fort avec ma famille, en fait, sur l'entreprise familiale. Et donc, j'ai vraiment envie de m'investir et d'y rester. Et puis voilà, de faire évoluer l'entreprise encore plus que ce qu'elle l'est aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait quelle est l'entreprise et qu'est-ce qu'elle fait exactement? Alors l'entreprise, elle s'appelle Octave, elle est à Angers. Ils font des solutions, alors des sites e-commerce, mais également des solutions de gestion. En fait, toute la mécanique, tout le système qui va permettre de gérer de A à Z, que ce soit les stocks, les articles, ce genre de choses. Donc très tourné digital aussi, hein, et donc c'est un peu pour ça aujourd'hui que je suis dans cette filière aussi à l'EFAP, ESCA dans le digital. Je suis un peu tombé dedans comme Obélix quand j'étais petit et voilà, j'y suis resté. Et quel est ton rêve pour l'évolution de cette entreprise? Bah et moi, ce que j'aime, c'est le côté international. Aujourd'hui, c'est encore axé assez français, marché français, et donc le rêve qui est atteignable, est-ce qu'on peut parler d'un rêve? Ce sont des objectifs, mais oui, c'est un rêve aussi, effectivement. Ça serait de porter cette entreprise à l'international, hein, tout simplement, et puis allier vraiment ce que j'aime, voilà, l'entreprise et puis le côté international, tout simplement. Et le pire cauchemar, ce serait quoi? Ah, le pire cauchemar, j'essaye de pas trop y penser parce que si on se met des pensées négatives après, on n'avance plus. Donc moi, j'ai pas de cauchemar. J'essaye de voir que le positif. Et puis s'il y a pas de cauchemar, ben tout va mieux. Génial. Est-ce que tu as un tip à partager, une bonne pratique pour voir les choses en positif? Bah, je pense que pour tout le monde, il y a des choses qui sont négatives, on peut les voir, mais il faut essayer de les éviter. Alors, ça veut pas dire il faut être réaliste, il faut les voir, mais il faut pas tout le temps y penser et essayer de se concentrer sur le positif. Et puis voilà, il faut être réaliste, mais je pense que il faut pas se mettre trop de nœuds dans la tête avec le négatif, tout simplement. Un peu bateau comme réponse, mais en même temps, je pense que c'est vrai comme façon de penser. Bah, merci pour le partage de cette conviction. Est-ce que tu as un canary call, un message que tu aimerais passer au plus grand nombre? Mais moi, je sais que ton podcast, Perrine, il est très axé sur l'écologie, voilà, ce genre de choses, le développement durable. Et en fait, moi, j'ai pas de grande idée à partager, mais plutôt des idées simples que tout le monde devrait faire. Euh, euh, voilà, par exemple, le tri. Alors c'est bateau, en fait, tous ces petits gestes du quotidien qu'on ne pense pas forcément toujours à faire, mais je pense que si tout le monde le faisait, eh bien, ça serait bien mieux. Et moi, j'ai encore les voilà, ça m'énerve de voir des fois que le tri n'est pas fait ou ce genre de choses, des petits sujets comme ça qui sont en 2021 complètement fous. Et je pense que voilà, si déjà cette base, cette fondation, elle était acquise pour tout le monde, ben ça serait déjà beaucoup mieux. Donc voilà mon appel, c'est voilà, faites les petits gestes, c'est des petits efforts, mais qui cumulés sont énormes en fait. Excellent. Le podcast est finalement plus que juste au sujet de l'écologie ou de la transition. Il est vraiment dédié justement aux gens qui croient au changement, qui gardent cette vision réaliste et positive et qui partagent finalement comment ils s'y prennent au quotidien pour se mettre en mouvement et déclencher des changements qu'ils veulent voir en fait. Et aujourd'hui, voilà, il y a un sujet d'urgence sur la transition écologique et solidaire de notre économie.
Mais finalement, pour mettre ça en place, ça demande déjà de se l'appliquer à soi-même sur, comme tu le dis, des petits pas du quotidien. Donc, ton message, il est complètement aligné, toutes tes réponses avec ce qu'a envie de transmettre ce podcast. Donc, merci beaucoup, Paul. Ben, je t'en prie, Perrine. Merci à toi. Pour conclure, quelques questions de la part de cette équipe gagnante à Vincent, le fondateur du MBA d'IMB, porteur de l'initiative de ce hackathon for a New Business School. Alors, première question de Malou. Quelle est la frustration à l'origine de ta passion pour l'éducation et la pédagogie ? Merci Malou de cette magnifique question. Est-ce que... alors déjà, il y a le mot frustration. Je pose une hypothèse que la motivation première viendrait d'une frustration. Il n'y a pas que ça dans la vie, hein. On ne réagit pas que par les frustrations. Je pense que sa question est pas mal centrée autour de la posture entrepreneuriale. Quelque part, quel problème tu as envie de résoudre, ou quelle est peut-être la colère, en tout cas le moteur au changement, l'envie de changement qui t'a amené à faire ça. C'est surtout l'envie de découverte, parce que j'ai créé la première formation sur le sujet en 1997, je dis ça pour... les 2000, 1997, et en fait, je montais en parallèle une start-up. Et j'avais pas les ressources. Il y avait rien. Donc, c'est pas une frustration, c'est face à un vide, autant former les gens. Et puis, si, il y a une frustration, c'est... j'ai eu de très belles rencontres pédagogiques dans ma vie, mais la balance entre les très belles rencontres pédagogiques et les boulets dont j'ai oublié le nom, le visage et l'intention, fait que je me suis dit, je veux plus avoir de profs comme ça. Je veux plus avoir de programmes comme ça. Donc il y a qu'à le faire moi-même, comme ça je suis sûr que les étudiants ne le vivront pas. Et enfin... Ça, on dirait que c'est une frustration quand même. Ouais, quand même. Et puis, l'autre chose, c'est pas une frustration, c'est la conviction dans le pouvoir de la jeunesse. Que... si on les forme pas bien, si on leur donne pas les moyens de construire ce nouveau monde, c'est pas nous avec notre modèle qui n'est pas un modèle qu'on va pouvoir continuer. Et la question tout aussi judicieuse et pertinente de Malou, comment fais-tu pour être aussi énergique ? Quel est ton secret ? Je vais pas tout dévoiler dans un podcast, mais zut. Disons que oui, l'énergie, alors il y a des gens qui sont plein d'énergie, et puis moi le premier, elle se vide, hein, c'est un réservoir, et on va dire que la méditation, la réflexion, l'étude sont des moments chez moi quotidiens, qui ne sont pas des pertes de temps et qui sont des moments créateurs d'énergie pour tout le reste. Et si on lit les deux questions de Malou, quel est le lien entre ta passion et ton énergie ? Ma conviction que j'ai envie d'être utile au monde et de me regarder correctement dans la glace le jour de ma mort. Paul, as-tu des projets personnels que tu mènes ou que tu aimerais mener qui ne sont pas liés au domaine du professionnel ou du digital ? Alors, j'ai des projets personnels dans le domaine de la culture, de l'éducation, de la paix, d'une part. Ensuite, non, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, le projet personnel, c'est aussi mon cercle familial, élargir le cercle d'amis, rencontrer toujours plus de gens, pas que pour les rencontrer, mais pour créer du lien et s'enrichir. Ça, c'est une belle mission et ça prend du temps. Et puis j'étais pas doué au départ, donc en plus ça me demande un effort sur moi-même. Oui, j'ai un projet de livre, mais pardon, c'est encore dans le monde professionnel. Et puis un peu de sport, ce que je faisais pas il y a quelques années, et là à un moment à 50 ans, faut y aller. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à Paul au sujet de la frontière justement entre professionnel, personnel, ou la manière dont toi tu vois les choses? C'est quand même un sujet au cœur aujourd'hui des enjeux de travail, l'équilibre vie perso, vie pro, toute cette notion-là de frontières, de déconnexion,
Alors moi, je vis une grande schizophrénie avec mes étudiants, une dichotomie. Autant je suis le premier à dire qu'il faut des moments de vie, de respect de vie personnelle. Et puis ma passion au travail fait que je te regarde là, les gens voient pas dans les yeux, mais j'ai la même en face de moi. Je vois pas du tout de quoi tu parles. En fait, il y a la frontière et le mot-clé, c'est la passion. Si mon activité professionnelle est passionnante, je vis ma passion à plein, et puis comme toute passion, elle est parfois débordante et je peux la contrecarrer. Mais si mon temps passé est une contrainte d'esclavage et de frustration et voire de harcèlement ou d'inconfort dans mon travail, là ça devient l'enfer, et que non seulement ce temps qui déborde, c'est un temps lourd et compliqué. Donc de toute façon, c'est une génération qui a choisi. Ils n'ont pas besoin de mon avis et ils ont raison. Clairement. Et depuis 4-5 ans, je le vois dans le discours, ça fait partie de leur deuxième ou troisième critère de choix du prochain boulot, quoi. C'est équilibre entre vie perso et vie pro. Là où leurs parents leur ont dit, tu serres les dents, tu taffes, tu dis rien, et puis un jour tu pourras. C'est un modèle qu'ils ont plus vraiment envie de suivre. Les questions de tes étudiants laissent transparaître que tu leur passes un message important, c'est qu'il est possible de s'éclater et d'être passionné par son travail. Voire nécessaire. Mais je leur explique aussi que ça n'arrive pas dans la carrière, c'est compliqué de réunir les trois valeurs du travail. Ça me rapporte de l'argent, j'aime ça et c'est utile aux autres. Alors l'ikigaimi, ce que vous voulez, il y a différentes philosophies derrière ça. Avant de réunir les trois, ça se fait pas tout de suite dans la jeunesse. Et ça, il faut qu'ils acceptent aussi, qu'ils ne perdent pas leur but, parce que des fois, je peux faire un boulot qui me paye bien, mais que j'aime pas trop et qui est utile. Et voilà. Et puis le prochain, je l'aimerais, il me payera moins. J'ai pas si je l'ai réuni tout de suite moi, mais j'ai de la chance. Mais c'est pas la normalité. La normalité, des fois, c'est quand même mais j'ai pas encore la dimension que je voulais, mais les deux autres sont là. Je suis en train de grandir, de me construire, et surtout de pas perdre leur but. Ce que tu partages résonne avec ce que je peux accompagner en transition professionnelle, en tant que coach professionnel, où finalement aussi à un moment de la vie, on peut avoir cet alignement et puis avoir envie, besoin de mener une transition. Et vraiment le cheminement que demande l'alignement de ces 3 points du travail entre finalement rémunération, sens et puis impact, compétences, c'est un chemin. On le voit bien avec les invités du podcast qui ont tous cheminé pour pouvoir mettre finalement leur métier, leurs compétences au service de leur engagement et de leurs convictions. Tu évoquais la famille. Justement, ça introduit la question de Camille. Qu'est-ce que tu fais pour préparer tes enfants au monde digital ? Donc j'ai 2 enfants, 24 et 20. J'ai un 2000. Alors d'abord, ils ont été élevés dans la liberté absolue de l'usage digital. Mais la formation, ils étaient au courant de tout. Et ma fille a 24 ans, mais je me souviens qu'à 16 ans, je raconte souvent ça, sur Twitter, j'ai dû la toper à 1h30 du matin parce qu'elle n'avait pas éteint sa lumière dans sa chambre et qu'elle a déboulé en disant « Mais enfin, tu me tweets pas, tu me tagues pas sur Twitter pour me dire d'éteindre la lumière. » Et là, je lui ai dit « Mais ma chérie, dans la vraie vie, ça fait 4 fois que je te le dis, donc je vais sur Twitter pour que ça agisse. » Du coup, ils se vengent sur le digital. Et à l'inverse, j'ai un fils gamer que j'ai essayé de mettre au code, je sentais qu'il était... et puis, bizarrement, il a conscience, et il utilise très bien tous les outils, mais il va plutôt sur des métiers de relations très très physiques, d'ailleurs, et humaines, et je m'aperçois qu'à 20 ans, en termes de bureautique, par exemple, on dirait qu'il a 80 ans. Voilà. Je crois que ma mère utilise mieux Word que mon fils. Sur le digital, ils savent que c'est le monde, mais ils savent que à table on n'a jamais nos portables et qu'on a eu des moments en famille grâce au digital et à la distance très forts, et que le digital est neutre et c'est l'intention humaine qui va créer la valeur ou pas avec le digital. Une dernière question de Marik. Comment vois-tu les métiers du digital dans 10 ans ? T'as une réponse
on a le truc classique, hein, c'est que la moitié des métiers du digital, on n'en sait rien. Ce qu'on sait quand même, c'est que l'intelligence artificielle sur les métiers du marketing digital va venir automatiser des tâches très violemment. C'est sans doute le secteur qui va être le plus disrupté en termes de violence. Mais en fait, c'est dans l'ADN du marketing et de la com, qui lui-même était le premier secteur à subir la transformation digitale dans l'entreprise. Donc c'est normal qu'il soit le premier à subir l'IA. Et là, il y a des métiers qui existent aujourd'hui, ça va être compliqué. Je crois beaucoup de métiers d'accompagnement, de formation, parce que la fracture numérique est une réalité. L'électronisme, les 11 millions de Français qui n'ont pas accès à Internet, soit à cause de la technique, soit à cause de la compétence, ça va pas être possible. Donc ensuite, sur le détail des métiers du marketing, je suis pas devin, et j'ai vu trop, et on a conçu ensemble il y a quelques années Perrine, toute une cartographie de l'évolution des métiers. Ce qu'on peut retenir du travail qu'on avait fait, c'est que il faut retenir que certaines compétences se transforment en métiers. Et certains métiers deviennent une simple compétence. C'est ça, d'où la notion d'apprendre à apprendre, plutôt que de se projeter, non, est-ce que mon métier va être à jour? On n'en sait rien. L'évolution permanente. L'évolution permanente. Pour conclure, une question de ma part. Qu'est-ce que tu retiens de ce hackathon? Une énergie et une curiosité que les étudiants n'ont pas sur un annonceur classique. Il y avait une émulation, pourtant ils ont des belles compètes, avec des beaux annonceurs, avec des enjeux d'ailleurs peut-être plus importants que le hackathon, en termes de représentativité, je me fais voir auprès d'un annonceur. Là, il y avait une vraie curiosité, alors parce qu'on était sur les gens en fait. Et puis dans la créativité aussi. Il y avait de très belles choses. Tout revient pas en mémoire, mais je me souviens que pendant la compète, je me disais, ah ouais, quand même, dès qu'on change le cadre, il y a une créativité nouvelle. Bien, merci beaucoup Vincent pour cette expérience fabuleuse, parce que moi, ce dont je me souviens en particulier, c'est ce shot d'énergie qu'on a tous reçu de ces presque 200 étudiants mobilisés et qui vraiment donnaient le meilleur d'eux-mêmes, heureux de mettre leurs compétences, leur futur métier au service de leurs propres convictions. Et finir une année, donc c'était fin d'année 2020, après cette année de confinement, reconfinement, déconfinement, gargariser de cette énergie, c'était vraiment formidable. Donc merci beaucoup. Eh ben de rien, puis on remet le couvert en décembre 2021, donc suivez bien les différents hashtags et les posts de Canary Call, puisque vous retrouvez un nouvel hackathon au mois de décembre de cette année. J'ai hâte de rencontrer tous les étudiants, ainsi que ceux du MBA RSE de l'EFAB. Merci beaucoup. Merci Perrine. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.